Lydia Martin est psychologue du travail. Christiane Voller est philosophe. Les deux chercheuses se sont réunies et ont collaboré avec le photographe Alain Banardini afin de penser les usages du jeu dans les dispositifs de travail et leurs enjeux politiques. Ainsi est né l'ouvrage Distance ludique, distance critique, publié aux éditions Locaux. Aujourd'hui, nous recevons les deux autrices dans l'émission d'entrée de jeu où elles sont venues nous parler de la genèse et du contenu de cet ouvrage. Bonjour Christiane Voller, bonjour Lydia Martin. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis bienvenue sur l'émission d'entrée de jeu et sur Ludocorpus. Alors, une première question, somme toute usuelle, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc moi je suis Christiane Voller, je suis philosophe, je suis chercheur associé au CNAM, tout comme Lydia d'ailleurs. Et puis par ailleurs, je suis aussi fellow de l'Institut Convergence Migration et membre du programme Non-lieu de l'exil, qui est un programme en fait de l'Université de Paris-Nanterre. Voilà. Donc, Lydia Martin, je suis psychologue du travail. Je suis aussi chercheur associé au CNAM et je suis chargée d'enseignement auprès de l'IAE Paris et du CNAM en psychologie du travail. Et le terrain de jeu que j'ai sur mes travaux de recherche concerne tout ce qui va être travail et créativité par la médiation des jeux. Et donc, du coup, j'ajoute, oui, un point, c'est que ma spécialité, c'est la philosophie politique. Et en particulier que je pratique aussi quelque chose qui s'appelle la philosophie de terrain, philosopher donc en allant sur le terrain et à partir d'entretiens. Voilà. Alors, vous venez nous parler aujourd'hui de votre ouvrage Jeu, travail et représentation par aux éditions Locaux. Euh, Comment est né ce projet? Alors, le titre de l'ouvrage, c'est Distance ludique, distance critique, avec un point d'interrogation et avec en sous-titre des usages du jeu dans les dispositifs de travail et de leurs enjeux politiques. Et donc, c'est la question de la distance, en fait, qui est au cœur de l'ouvrage. Le jeu permet une distance par rapport au réel, hein, c'est ce qu'on voit tous, hein, ça nous permet effectivement de jouer des écarts, aussi bien le jeu théâtral que le jeu des enfants, qui leur permet aussi de prendre un écart par rapport à la réalité de leur existence. Mais en fait, est-ce que cette distance-là, c'est une distance qui permet aussi d'avoir un regard critique sur l'objet sur lequel on travaille? Et donc, c'est ça dont on est parti, en fait, et en particulier à partir du travail fait par Lydia. Est-ce que, par exemple, l'usage du jeu en entreprise permet aussi un regard critique sur le travail de l'entreprise? Ça a été un peu ce qui est au centre du livre, et là, je laisse Lydia en dire davantage. C'est vraiment l'usage du jeu qui va être questionné, notamment cet usage qui est fait dans un cadre de travail, au travail, où le jeu peut amener de l'émancipation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à un moment donné discuter du travail que l'on fait ou pas ensemble entre professionnels et de pouvoir trouver des possibles pour transformer les situations de travail. Donc, on va expérimenter dans le cadre du jeu pour pouvoir améliorer les situations de travail, ou alors le jeu peut aussi être instrumentalisé, et c'est effectivement aussi l'objet de l'ouvrage, parce qu'il va à un moment donné servir des fins politiques, des fins de prescription, et amener justement en situation de travail plus d'enfermement que de libération autour d'une pensée pour justement retrouver des marges de manœuvre. Donc c'est vraiment la question de l'usage qui est amenée autour de cette distanciation que permet ou pas le jeu. Oui. Merci pour cette première présentation à toutes les deux. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur la problématique générale de l'ouvrage et puis de façon plus large ensuite, quelle est la visée, parce qu'il me semble qu'il y a une collection derrière ce premier ouvrage. Quelle est la visée de la collection et peut-être aussi quel est le public visé par votre collaboration et puis finalement cette collection qui est naissante. Alors, pour ce qui est de la collection, en fait, c'est une collection qui s'intitule Jeu, travail et représentation. Donc, en fait, c'est pas simplement la relation entre jeu et travail, c'est aussi la manière dont elle se représente socialement. Et dans l'idée de la représentation, il y a aussi l'idée de la représentation esthétique.
Et c'est pourquoi, en fait, dans cette collection, pour chacun des volumes à venir, et aussi pour ce premier volume, donc, on a fait appel à un photographe qui est Alain Bernardini et qui a fait justement un travail photo sur la manière dont des travailleurs, des employés, des salariés peuvent prendre des pauses ludiques sur leur lieu de travail et dans les circonstances de leur travail. Donc, c'est un travail qu'il n'a pas fait pour le livre, hein, c'est un travail qu'il avait fait bien avant et pour lequel d'ailleurs il est connu, et qu'il a eu la grande gentillesse de nous offrir pour le livre sans demander droit d'auteur, ce qui est extrêmement généreux. Et ce travail figure en fait au cœur du livre, et il en sera toujours ainsi, c'est-à-dire pour chaque volume, il y aura dans le cœur de l'ouvrage un cahier photographique. Autrement dit, les photographies ne sont pas destinées à illustrer le texte, elles sont destinées au contraire à lui rendre comme un écho, à être comme en écho avec ce qui est dit dans le texte, et elles ont une autonomie dans l'ouvrage, qui est l'autonomie de la présentation du cahier central, de telle sorte que le travail de l'artiste soit mis en évidence dans l'ouvrage et qu'il ne soit pas réduit à une simple illustration du texte. Voilà, donc ça, c'est un peu l'esprit de la collection. Donc, enfin, l'esprit de l'ensemble de la collection, c'est de mettre en évidence les paradoxes qui animent la relation entre jeu et travail. Parce qu'originellement, il semble que ce soit deux concepts radicalement différents, voire même antagonistes. Quand on travaille, c'est qu'on ne joue pas. Quand on joue, c'est qu'on ne travaille pas. Et en réalité, on voit bien au contraire comment ils se recoupent, et en particulier à partir d'une interrogation finalement de type un peu sociologique à laquelle nous avons été amenés aussi, bien que nous soyons sociologues ni l'une ni l'autre, puisque Lydia est psychologue et moi je suis philosophe, mais on a quand même été amenés à cette interprétation, à ce questionnement sociologique sur finalement qu'est-ce qui en réalité rassemble la question du jeu et la question du travail, qu'est-ce qui permet de les penser en commun, qu'est-ce qui fait que quelque part dans le jeu, il y a beaucoup du sérieux qu'on prétend mettre dans le travail, qu'est-ce qui fait que le jeu peut être aussi une forme de travail, et qu'est-ce qui fait que le travail lui-même peut se prêter aussi à des interférences ludiques, et qu'est-ce qui fait que entre jeu et travail, les fonctions sociales peuvent en fait se recouper, se rejoindre, ou au contraire se confronter. Voilà. Et c'est tout cet ensemble de paradoxes, de confrontations, de similitudes, de distinctions qu'on cherche à mettre en œuvre dans l'ensemble des volumes suivants de la collection, et qu'on a cherché à mettre en œuvre dans ce premier volume qui présente déjà en préambule les articulations de ces deux notions. L'ouvrage est enrichi justement par ce double regard où la praticienne psychologue du travail que je suis a amené toute l'expérience du terrain qui maintenant date depuis 2015, et avec le regard justement critique de la philosophe sur cette dimension pour amener aussi de la distance, et c'est ce qu'on retrouvera dans tous les ouvrages de la collection, c'est-à-dire un terrain, mais quelles sont justement quelle est la critique que l'on peut amener sur l'usage qui est fait du jeu sur ces différents terrains. Et c'est là où les deux regards sont très complémentaires, puisque là où moi je me confronte justement aux difficultés ou aux prescriptions, aux paradoxes aussi que je peux rencontrer sur les terrains, on a réussi à les analyser de par cette distance que Christiane a aussi apportée avec son regard de philosophe, qui me manquait, étant donné que moi, je suis sur le terrain, je suis confrontée à ces situations-là, avec plutôt l'appétence de dépasser ces obstacles-là, ou d'en faire une réflexion au regard de mon activité de recherche. Mais c'est vrai que c'est énormément le regard philosophique de Christiane est venu enrichir énormément le regard que je pouvais porter sur le jeu. Et pour moi aussi, qui justement généralement pratique la philosophie de terrain, eh bien dans ce cas-là, justement, je ne l'ai pas pratiqué. Et mon terrain, en fait, c'est celui de Lydia. C'est-à-dire, je suis partie du terrain de Lydia, et pour moi aussi, ça a été un apport énorme, en fait, d'avoir vraiment non seulement des éléments concrets de ce qu'elle avait vécu dans cette relation aussi avec le monde entrepreneurial, mais
aussi d'avoir sa réflexion, parce que c'est pas juste une psychologue qui est sur le terrain, puis une philosophe qui réfléchit, c'est aussi une psychologue qui réfléchit et qui croise en fait sa réflexion avec la réflexion philosophique. Voilà, et là aussi, c'était encore un apport supplémentaire. Vous mentionnez que cet ouvrage est le fruit d'une collaboration, collaboration entre une psychologue et une philosophe, et aussi collaboration avec le photographe Alain Bernardini. Est-ce, comment est né finalement ce trio, ce travail d'équipe, et comment avez-vous procédé? Alors, on n'a pas tout à fait finalement tout dit sur comme la manière dont la collaboration s'est faite, parce qu'en fait, on a fait un entretien toutes les deux ensemble pour commencer le travail, qui a été vraiment l'initiation du travail. À partir de cet entretien, j'ai proposé des pistes problématiques donc à Lydia, et à partir de ces pistes problématiques, elle a elle-même retravaillé son propre terrain. À partir de ce retravail, moi-même, j'ai dégagé ce qui pouvait aussi en être tiré un peu philosophiquement. Et puis, du coup, les 3 chapitres du livre s'articulent autour de notre travail commun. Il n'y a pas une qui signe un chapitre et l'autre un autre. C'est du commun, voilà. Et par rapport au photographe, en fait, eh bien, tout simplement, je connaissais le travail d'Alain Bernardini, que j'appréciais énormément. Je me suis dit effectivement que ça pourrait être un très bon apport. Là-dessus, j'ai aussi été conseillée par Philippe Bazin, qui est photographe et qui connaît aussi très bien le travail d'Alain Bernardini. Et donc, du coup, bah, on lui a écrit, Lydia et moi, pour lui poser la question de sa collaboration, en lui disant effectivement que c'était une collaboration qui n'allait pas être rémunérée, pas plus que la nôtre d'ailleurs. Et donc, voilà, lui demander s'il l'acceptait. Et non seulement il a accepté, mais en fait, il a accepté avec beaucoup de générosité et d'enthousiasme, en nous faisant des propositions et en nous laissant choisir parmi ces propositions. Et donc, pour le choix, on s'est référé aussi aux arguments de Philippe Bazin pour travailler un peu en commun sur la manière dont on pouvait organiser l'ensemble. Et puis, l'éditrice, Hans Webaum de Locaux, a eu aussi son mot à dire. Et en croisant nos regards respectifs les uns et les autres, on a fait un choix d'images que Philippe Bazin a organisé pour qu'elle puisse avoir une vraie cohérence dans le livre et qui nous a permis ensuite, du coup, de travailler avec Alain, de lui faire des propositions et finalement d'avoir ce cahier central que nous avons maintenant et qui est un très beau cahier. Autrement dit, pour Alain, il ne s'agissait pas du tout, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de venir illustrer notre texte, mais il s'agissait juste de proposer son travail en écho à notre texte. Donc, à présent, Lydia et Christiane, si vous voulez bien, on va se pencher un peu plus sur la façon dont est structuré l'ouvrage et puis comment le jeu précisément ou la gamification dans le monde du travail est présenté et comment euh, finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce monde du travail et de quelle façon a-t-il évolué? Alors, sur la structuration peut-être d'abord du livre, et puis je laisserai Lydia répondre sur la suite. Sur la structuration du livre, en fait, il y a 3 chapitres. Un premier chapitre qui s'intitule Des conflits internes aux représentations, un deuxième qui s'intitule Usage du jeu en entreprise, distance thérapeutique ou effet de manipulation, et un troisième qui s'intitule Des formes contradictoires d'une culture du jeu. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le premier chapitre, on fait un balayage historique finalement de ces relations entre jeu et travail. On peut dire quasiment un peu des origines à nos jours, en tout cas dans la manière dont elles ont pu être représentées ou pensées.
et en particulier en faisant des focus, disons, sur des moments particulièrement importants, le moment de l'Antiquité, mais aussi le moment du passage à la modernité. Qu'est-ce que ça veut dire dans la période de la modernité, la relation entre jeu et travail, comment est-ce qu'elle a muté justement par rapport à ces représentations antiques, dans la modernité donc historique, et puis dans la modernité contemporaine, hein. Et pour ça, en particulier, le travail philosophique d'Hannah Arendt est assez déterminant, en tout cas en philosophie, mais aussi évidemment tout le travail en anthropologie, en sociologie, les travaux de Huizinga, etc. Enfin bon, voilà, tout ça est vraiment convoqué dans ce premier chapitre pour balayer en quelque sorte un panoramique historique de ces relations entre jeu et travail et de la manière dont ils font travailler la distance, y compris dans leur rapport, bien sûr, par exemple, à la distanciation de Brecht. Comment est-ce qu'on peut la concevoir dans cette articulation-là? Et puis le deuxième chapitre, alors lui est vraiment beaucoup plus focalisé sur le terrain, c'est-à-dire comment est-ce que ça s'est passé effectivement dans le monde de l'entreprise. Et là, c'est un peu Lydia qui a la main par rapport au sujet, et pour mettre en évidence justement les apories, les impasses, les difficultés, les formes de double langage, les risques de manipulation, etc. Ça, c'est vraiment son objet de travail spécifique, en particulier, mais elle le dira beaucoup mieux que moi, autour de la question du débriefing. Et puis, la troisième partie est une partie qui, à nouveau, réélargit le focus, mais cette fois dans une dimension plus philosophique, plus réflexive, et mêlant aussi des enjeux littéraires, et en particulier le rapport, par exemple, au travail littéraire de Georges Perec, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en littérature sur la question du jeu, mais qui a publié un livre qui est assez peu souvent cité, qui est un livre absolument magnifique, qui s'appelle W ou le souvenir d'enfance, et qui croise la question du jeu au sens sportif du terme avec la question des manipulations politiques et même de la cruauté et de la violence. Donc tous ces enjeux sont mis en perspective dans la troisième partie. Pour approfondir effectivement le terrain qui a amené cette réflexion commune, le terrain part de beaucoup d'étonnement, là où effectivement on souhaite gamifier. Je me suis heurtée à beaucoup de résistance lorsqu'il s'agissait de dire, suite au jeu, donnons la parole aux professionnels pour comprendre ce qu'ils ont réussi ou pas à faire dans le cadre du jeu et ce qu'ils pourraient transférer ou pas aux situations de travail. Et là, en se confrontant à ces résistances de on n'a pas le temps, de le débriefing fait peau de chagrin, il n'y a pas forcément besoin de débriefing. Ça m'a vraiment questionné sur l'usage justement qui était fait du jeu dans le cadre des entreprises et les contextes dans lesquels justement on allait l'utiliser, qui sont des contextes qui sont souvent empreints par des indicateurs au niveau de la santé du travail qui ne sont pas forcément glorieux, avec de la souffrance au travail, des contextes de réorganisation, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai envie de dire, mes travaux de recherche partent vraiment de là, où au départ, dans le cadre de mon doctorat, l'objectif était vraiment de travailler sur la créativité que pouvait favoriser le jeu. Finalement, je me suis heurtée à tellement de résistance que je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'organisation ne souhaite pas redonner la parole aux professionnels, alors que le jeu pourrait être justement un médiateur fabuleux pour pouvoir, en peu de temps, désamorcer des situations et dénouer des situations. Et bien sûr, ça re-questionne aussi la posture en tant que psychologue du travail, où à un moment donné, on se questionne de qu'est-ce que je suis en train de faire. Moi qui travaille finalement dans des contextes, dans des environnements pour justement dénouer les situations, ou en tout cas pour pouvoir permettre aux salariés de trouver de nouvelles voies ou des marges de manœuvre pour faire face aux situations, est-ce que je ne me retrouve pas finalement à contribuer à quelque chose qui va aller à l'encontre de ça? Donc le deuxième chapitre questionne vraiment ces pratiques de la gamification au travail qui finalement questionnent sous quelle est l'intention. Et là où je pensais qu'il y avait des impensés, je pense que parfois c'est au contraire très bien pensé, et c'est là où justement on se retrouve de l'instrumentalisation que de l'émancipation. Heureusement, j'ai quand même eu de très belles expériences avec des organisations qui, elles, restent convaincues par cette question du débriefing et instaurent
systématiquement le débriefing post-jeu, mais j'ai envie de dire, sur la grande majorité des interventions, ce n'est pas le cas. D'où le 3e chapitre, justement, autour plutôt du pouvoir, du management et des intentions qu'il peut y avoir sur l'usage, justement, qui est fait du jeu et la gamification du travail. Peut-être qu'il est important aussi de préciser que le jeu, tel qu'on le questionne dans le cadre de l'ouvrage, est vraiment le jeu prescrit. Et c'est vraiment là où on peut parler de gamification, c'est-à-dire que tous les jours, en situation de travail, les salariés déploient des jeux ou jouent avec les éléments qui sont mis à disposition pour pouvoir justement rendre les choses plus agréables. Et il y a des sociologues comme Stéphane Lelay ou Emmanuel Savillac va aussi écrire sur ces sujets-là, c'est-à-dire que c'est du jeu qui va émerger des situations de travail et qui va être apporté par les salariés eux-mêmes. Nous, on est vraiment, le regard que l'on porte est vraiment autour du jeu prescrit, c'est-à-dire qu'il est imposé dans le cadre d'un dispositif de formation, dans le cadre d'un séminaire d'équipe, aux équipes, aux salariés. Donc, l'intention est aussi différente et n'émane pas du coup des mêmes commanditaires. Alors, merci beaucoup pour ces précisions, justement, et cette exemplification sur les situations que vivent les salariés. Est-ce que vous voulez revenir, vous l'avez évoqué au début de l'interview, est-ce que vous voulez revenir sur la notion de distance qui est vraiment au cœur de votre ouvrage? Oui, alors cette notion de distance est une notion vraiment extrêmement riche. Et c'est une notion sur laquelle moi j'avais déjà travaillé par rapport à la question philosophique en général, puisque philosopher, c'est justement toujours prendre de la distance par rapport au réel, hein, et prendre de la distance par rapport aux émotions pour produire du concept, prendre de la distance par rapport au vécu pour produire de la réflexion, etc. Et le jeu, évidemment, c'est par excellence un moyen de distance. Ça, Huizinga le montrait très bien, Roger Caillois aussi, enfin tous ceux qui ont vraiment historiquement travaillé la question du jeu l'ont très bien montré. Donc la question, c'est toujours comment ne pas être sous l'emprise totale, en particulier de la violence du réel. C'est ça aussi qui fait le jeu pour les enfants, et c'est ça qui fait précisément ce rapport un peu étrange entre jeu et cruauté. Les jeux, en réalité, permettent de se mettre à couvert de la cruauté du réel, mais ils produisent eux-mêmes des formes de cruauté. Donc la question de la distance est aussi en plein dans cette problématique-là, et en particulier, alors ce qui m'a aidé à la penser, c'est le travail de Brecht. Parce que Brecht, donc comme auteur de théâtre et comme penseur du théâtre, a pensé tout son théâtre autour du concept de distanciation. Et justement, le théâtre, c'est déjà du jeu, on parle du jeu de l'acteur, hein. Le théâtre, c'est une manière de mettre en scène le réel, donc de produire de la scénographie à partir de ce dans quoi on est inscrit. Autrement dit, le théâtre, c'est déjà de la représentation. On n'est plus dans la présence, on est dans ce premier écart que crée la représentation. Et Brecht dit, eh bien justement, puisqu'il y a cet écart de la représentation, cet écart doit nous permettre aussi de nous mettre à distance de la psychologie même des personnages. Et ça, c'est très original dans la pensée de Brecht, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a très souvent dit sur le théâtre, à savoir qu'au contraire, il permet de s'identifier au personnage, et Brecht produit souhaite produire l'effet inverse, non pas du tout s'identifier au personnage, ce qu'il appelle lui le théâtre bourgeois, c'est-à-dire qui psychologise toutes les situations pour éviter de voir leur réalité sociale et politique, mais au contraire se mettre à distance des personnages pour penser les situations dans leur ancrage historique, social, politique, et donc pour permettre un regard critique. En fait, pour que le spectateur d'une pièce de théâtre puisse avoir vraiment un regard critique, il faut précisément pour cela qu'il soit distancié de la psychologie, distancié des personnages. Et c'est ce qui va produire chez Brecht ce qu'il appelle le théâtre épique. Le théâtre épique, ça veut dire l'épopée, justement, c'est ce qui nous transcende un peu, nous transforme, nous met à distance du réel pour produire finalement quelque chose qui nous permet de mieux le comprendre
de mieux le saisir et peut-être aussi de mieux agir sur lui. Et donc là aussi se pose justement la question du jeu, donc au sens théâtral tel que le présente Brecht, mais aussi du jeu en général. Est-ce que précisément ce jeu ne nous permet pas une distance par rapport au rapport de pouvoir? Et là, du coup, il y a un autre auteur qu'on convoque dans le livre et qui est Michel Foucault, qui a beaucoup pensé cette question justement des jeux de pouvoir, comme Wittgenstein avait pensé avant lui la question des jeux de langage. Et donc, on s'est rendu compte en travaillant en fait à quel point le jeu est au cœur de tout ce qu'on peut penser en général dans la vie collective, aussi bien que dans la vie interindividuelle. Question de la distance, alors Christiane a cité quelques auteurs, il y a aussi Marianne Dujarrier que l'on convoque justement avec cette question du management, et là je peux faire un lien avec le terrain, c'est que de mes observations, souvent les managers qui vont justement solliciter ces dispositifs-là sont eux-mêmes joueurs dans la vie. Donc, ils n'ont pas du tout cette approche autour du jeu, cette distance, justement, ce regard critique. Ça les amuse. Et ils ne vont pas, du coup, questionner forcément ce que ça apporte ou pas. Ils vont être plutôt sur, profitons ensemble de ce moment-là. Et du coup, ça laisse vraiment à couvert tout ce qui peut se passer de quid des personnes qui ne veulent pas forcément jouer, parce que justement, elles ont certainement une distance, même si elles ont du mal à la questionner et à la comprendre, mais elles se sentent aussi souvent seules dans cette décision-là. Donc, collectivement, de par le collectif plutôt, elles vont jouer, elles ne vont pas refuser, parce que vont penser les autres? Et ça, ce sont des choses que l'on peut recueillir lorsqu'on les rencontre en individuel, en entretien. Donc, il y a aussi cet aspect, justement, où les managers, à un moment donné, vont, entre guillemets, se jouer de ces situations-là, mais au final, pour celui qui joue, pour celui qui va, à un moment donné, être en difficulté, pour celui qui peut être exclu dans le cadre d'un jeu parce qu'il s'agit aussi de gagner et de gagner au regard des pairs, donc on retrouve de la compétition, c'est là où en résumé, le jeu révèle aussi les situations de travail auxquelles sont confrontées les personnes, et j'ai envie de dire, avec le regard de la psychologue que je portais, révèle l'environnement de travail et les conditions de travail dans lesquelles les personnes sont finalement impliquées, bien sûr inconsciemment. Donc, du coup, il y a aussi justement Marianne Dujarrier qui apporte un regard sur ce qu'elle va appeler les planeurs et qui amène justement un regard sur finalement l'intention tacite que peut avoir le management ou les managers qui vont solliciter à un moment donné ces types de jeux et où justement la question de la distance est absente. Alors, Lydia, vous venez de parler justement du rôle des managers et puis du fait de se jouer, entre guillemets, des situations et des situations de gamification. Il me semble que ça pose la question de l'autoritarisme. Qu'est-ce que la psychologue ou la philosophe ont à nous dire là-dessus? Alors, sur le plan en tout cas de la philo, le livre fait référence. Alors, Lydia a cité effectivement le travail de Marianne Dujarrier, qui effectivement mentionne cette question aussi de l'autoritarisme sous les aspects du jeu. Mais il y a aussi un très bon auteur qui est Johan Chapoutot, qui a écrit un livre qui s'appelle Libre d'obéir et qui en fait établit une filiation entre ce qu'a été l'autoritarisme politique de la période nazie et ce que peut devenir l'autoritarisme du management. Et il établit en fait des correspondances qui donnent à penser et à réfléchir. Et souvent on dit dans le monde néolibéral, ben c'est libéral, donc c'est la libération. Et il se peut aussi que des formes de libération donnent lieu à de nouvelles formes d'autoritarisme, aussi bien d'ailleurs en politique que dans le monde social et dans le monde du travail. Et effectivement, la question du management pose la question de la verticalité du pouvoir. Il y a un pouvoir vertical du management et finalement le jeu
renvoie aussi à cette question-là, puisque quand Lydia parle de jeu prescrit, ben oui, il y a donc bien une autorité qui s'impose, et la question des relations entre l'autoritarisme politique et le monde du travail, c'est une question qui a aussi été pensée par des philosophes comme Pierre Dardot et Christian Laval, philosophes et sociologues d'ailleurs, tous les deux, là c'est une association entre philosophes et sociologues. Ça a été pensé par un excellent philosophe qui s'appelle Grégoire Chamaillou, et qui a publié un bouquin en fait qui s'intitule La société ingouvernable, et sur justement cette question de l'autoritarisme politique dans le monde néolibéral. Et on a cherché aussi à l'aborder à travers la question du jeu, et en particulier à travers ce paradoxe des Jeux olympiques. Olympique, ça signifie effectivement en rapport avec l'Olympe, mais l'Olympe, c'est le séjour des dieux. Donc, c'est le séjour d'une forme de verticalité et de surplomb. Et voilà, notre travail interroge aussi cette question de la relation entre une volonté de démocratisation du monde du travail et les usages, au contraire, autoritaristes qui peuvent lui être infligés, y compris à travers les usages ou les mésusages du jeu et de la question ludique. Alors, merci pour tous ces éclairages et cette plongée au cœur de votre ouvrage. Une dernière question qui va plus convoquer un petit peu le projet de l'ouvrage. Vous avez reçu le soutien du GIS Jeux et Société dans le cadre de notre appel à projet pour cet ouvrage. Alors déjà, quelle a été la nature de ce soutien et puis qu'est-ce que l'appel à projet a facilité pour vous? En quoi ça a pu vous aider? Alors ça nous a énormément aidé et encore merci, beaucoup, pour ce soutien. Tout est parti d'une rencontre avec Elisabeth Belma au tout début de l'ouvrage. Le financement que nous avons obtenu nous a permis, d'éditer le jeu auprès justement des éditions locaux et de pouvoir se lancer dans une collection et non pas uniquement un ouvrage. Qui plus est parce que ce financement-là, nous l'avons obtenu à 2 reprises. Donc voilà, il a été vraiment précieux pour pouvoir, au-delà du projet, au-delà de l'écriture que l'on pouvait mener ensemble avec Christiane, aussi embarquer un éditeur et financer la parution de l'ouvrage et le lancement de la collection. Et puis, j'ajouterais aussi que ça a permis aussi de créer une collection qui soit belle. C'est-à-dire, il y a vraiment, on a été très sensible à la question esthétique. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut un travail de graphiste, qu'il faut, voilà, tout ça, ça participe aussi de ce financement. Et puis j'ajouterais aussi que, en fait, un financement, c'est pas seulement des sous. Évidemment que ça compte beaucoup et que ça permet de faire l'ouvrage, mais c'est aussi une vraie valeur symbolique. C'est aussi un encouragement au travail, c'est aussi une reconnaissance du travail. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que la question des financements ne met pas en jeu que des questions purement pratiques ou techniques ou matérielles, mais beaucoup en jeu des questions symboliques. Et cet accompagnement finalement du GIS, parce que un financement, c'est aussi un accompagnement qui nous a permis aussi de participer à ce colloque commun, qui nous permet de faire cette émission maintenant avec vous, qui nous a permis énormément de rencontres finalement, ouvre non seulement à la possibilité effectivement de financer le travail, mais aussi à la possibilité de reconnaissance mutuelle, à la possibilité d'extension des relations, des partenariats, des discussions, etc. Toutes sortes de choses qui entrent énormément en ligne de compte dans notre travail. Parce que finalement, un livre, c'est un objet transitionnel, hein, c'est pas à la psychologue que je vais l'apprendre, mais donc c'est un objet aussi qui fait transition avec les autres, qui fait transition avec le public, qui fait transition avec ceux auxquels on s'adresse, qui fait transition avec nos pairs, qui fait transition avec ceux avec qui on souhaite aussi des partenariats. Et donc, en fait, quand le livre sort, ce n'est qu'un début. Le livre n'est jamais un aboutissement, c'est toujours le début d'une nouvelle aventure. Et nous, vraiment, on vit ça actuellement, ce livre, comme le début d'une nouvelle aventure qui s'est en particulier développée au moment du colloque que vous avez organisé au mois d'octobre, qui est un colloque vraiment
magnifique et qui a donné lieu à beaucoup de rencontres et d'échanges, ben voilà, ça, nous n'aurions jamais pu avoir tous ces échanges-là si ce livre n'avait pas existé, s'il n'avait pas été soutenu par le GIS, etc. Et au final, le devenir d'un livre, ça c'est vraiment Paul Ricoeur disait déjà ça, le devenir d'un livre, il est très au-delà de tout ce que pouvaient imaginer ces auteurs, et il ne peut l'être que justement parce qu'il est porté et qu'il continue à être porté. Et pour nous, en fait, au départ, effectivement, comme l'a dit Lydia, on pensait faire simplement un gros livre, et puis on s'est rendu compte que non, qu'on mettrait beaucoup de temps à faire un gros livre, et qu'on mettrait du temps sur une distance plus longue, mais par petits temps plus courts, pour faire une collection. Et que finalement, ça nous amènerait beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'enrichissement du projet de le faire sous cette forme-là. Et donc, du coup, ça veut dire aussi un partenariat de long terme, ça veut dire un financement aussi de long terme qui se rediscute, qui se remet en route, qui finalement traduit une aventure. Voilà. Et le financement du GIS, on peut dire vraiment que ça a été pour nous le début d'une très belle aventure qui est très très loin d'être terminée, qui n'en est qu'à ses débuts, puisqu'en fait on n'est qu'au premier volume de la collection. Mais écoutez, merci beaucoup pour ces retours, ce partage d'expérience finalement, et puis d'être venu partager le cœur de l'ouvrage et son origine, et puis la suite. Sur le DoCorpus, évidemment, nous suivrons votre actualité éditoriale et puis en tant que chercheuse. Et puis je vous dis à bientôt dans l'émission d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur le DoCorpus.